Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour cette session sur... Ah, ça y est. Attends, tu vas pas la faire comme ça la conf là. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a pas besoin d'un Orgadevox sur scène. Il y a déjà tout ce qui marche. Il y a le son, il y a la lumière, on a de l'eau, tout va bien. Il n'y a pas besoin d'un Orgadevox. Ouais, mais il est bien mon suite. Ah, mais non, tu peux pas le faire. Attends, les gens ils vont croire que j'ai une conf parce que je suis avec un gilet rouge. Ah, quand même. Bon, voilà, super. Oh. Ah putain. Euh, t'as- Qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais petit T'as des problèmes avec les dictées ou quoi Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'est le côté rouge là. Bon, on va faire Oh. avec, c'est pas grave. Allez, on est parti ensemble. Bonsoir, bonjour à tous pour cet après-midi. Donc bienvenue à cette université de 3 heures sur Non, la GDPR. Jérôme, on a 45 minutes. Ah ouais, merde. Juste 45 minutes. Ouais, pas plus. Ah ok, bon, on va faire avec. Donc 45 minutes pour parler GDPR et Domain Driven Design. Ok. Mais moi c'est Guillaume. Voilà, je suis vieux développeur chez Sagi. Honneur aux anciens. Ouais, ancien développeur chez Sagi. Je touche à tout, même aux trucs que je connais pas, donc ça se passe pas toujours trop bien, mais c'est bien. Moi, je m'amuse en tout cas. Ouais. Et toi, Jérôme? Moi je m'amuse bien avec toi aussi, on rigole bien. Je suis aussi développeur, alors j'aime bien dire software craftsman, parce que je suis assez fan de tout l'esprit autour du software craftsmanship. Et voilà, donc on s'éclate très bien chez Sagi. Sagi, c'est quoi? Venez sur le stand, ce sera plus facile d'en parler. En gros, essayez pas de construire votre plateforme Big Data, on en a déjà une qui marche très bien. Occupez-vous juste de travailler avec vos données. Voilà. Et puis on a aussi des stickers un petit Ouais. peu avec des trolls comme ça, il y en a quelques-uns, venez les voir, il y en a plein. Ok. Ah. Vous êtes prêts? C'est le moment où vous allez commencer à vous endormir. Je vais parler avec une voix monotone d'un sujet hyper passionnant qui est la réglementation européenne pour la protection des données personnelles. Non, donc voilà, on va discuter un petit peu de ce qu'est la GDPR ou RGPD en français. C'est donc le nouveau texte de référence européen qui va régir la manière dont les entreprises vont pouvoir travailler avec les données personnelles des citoyens. Qui est concerné? Toutes les entreprises de l'Union européenne, donc des 28 membres, ainsi que les entreprises internationales qui vont travailler avec des données des citoyens européens. Donc en fait, beaucoup d'entreprises dans le monde. Quand vous êtes prêts? C'est le mois prochain. En vrai, c'était il y a 2 ans et il y a eu un délai de 2 ans pour la mise en application. Et comme d'habitude, on a attendu le dernier moment. Donc là, voilà, il nous reste un tout petit peu plus d'1 mois pour se mettre en conformité. Ce qui va se passer, c'est que donc à partir du 25 mai, normalement, toutes les nouvelles données personnelles que vous allez collecter, vous devrez appliquer les principes liés au règlement. Et pour les données que vous avez collectées avant cette date, vous avez normalement un délai supplémentaire pour vous mettre en conformité. Dans le cas où vous n'êtes pas en conformité, on peut aller à des amendes. Et là, ça change en fonction de qui interprète le texte et comment il est interprété. C'est 4% du chiffre d'affaires potentiellement et pas de la holding du pays concerné. Hein. On parle au niveau groupe mondial. Donc 4% du chiffre d'affaires, a priori plafonné à 20 millions d'euros, mais ça c'est même pas encore sûr. Et d'après Gartner, 50% des entreprises de l'Union européenne ne seront pas en conformité d'ici fin 2018. Voilà. Il y a eu j'ai vu passer un article du même genre, je ne sais plus quelle est la source, enfin l'établissement qui a fait l'analyse, et au niveau des entreprises française, on est aux alentours de 68%. Là. C'est sorti là, cette semaine. Tout va bien. Ce qu'on peut ajouter d'ailleurs par rapport à l'amende qui est prévue, c'est que ça ne vous exclut pas d'être évidemment poursuivi au pénal. Et là, les amendes peuvent être tout autres.
En fait, qu'est-ce qui est concerné par ce règlement? C'est toute donnée qui va permettre d'identifier une personne physiquement. Donc évidemment, numéro de sécurité sociale, numéro de carte d'identité. Mais donc ça, c'est des choses directes, et il va y avoir aussi ce qui indirectement permet d'identifier la personne. Une adresse IP, c'est cool, hein, déjà, vous voyez déjà les problèmes. Ou alors un regroupement d'informations. Imaginez, je vais prendre mon cas, j'habite à un petit village de 600 personnes. Si on parle d'une personne qui est un homme qui se prénomme Guillaume, qui est né en 1979, qui habite dans ce village... Tu les fais pas. Ouais, je sais. On n'est peut-être pas deux. Donc en fait, ça permet, ces 4 informations peuvent permettre de m'identifier personnellement. Donc ça, c'est également soumis à la réglementation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du boulot. Ouais. Il va falloir mettre généralement en conformité des systèmes d'information qui sont assez hétérogènes. Donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément adresser exactement de la même manière en fonction des applications, des bases de données qui sont utilisées. Sur vos nouveaux développements, il va falloir prendre en compte des nouvelles notions qui sont définies, à savoir le privacy by design, c'est-à-dire que, on en reparle un petit peu après, le consentement, de l'anonymisation, du droit à l'oubli, la portabilité des données. On va prendre le cas des entreprises qui vendent de l'énergie. Si vous êtes chez EDF et que vous partez chez un de vôtres, vous pouvez être en droit, à partir du 25 mai, de demander vos données personnelles, de les extraire pour les fournir à votre nouveau fournisseur pour qu'il puisse avoir l'historique de vos consommations d'avant. Des nouveaux processus, registre des traitements, avoir une analyse d'impact de vos traitements, qu'est-ce que ça va modifier comme données, à quel moment. En cas de problème d'intrusion ou de faille de sécurité, vous aurez 72 heures pour notifier la CNIL à partir du moment où vous avez découvert la faille. Heureusement, on ne va pas vous demander de la déclarer si jamais vous ne l'avez pas trouvée. Et pour les grosses structures, il va falloir se doter d'une nouvelle personne qui va être en charge de gérer tout ça et de coordonner tout ça. Parce que là, on va parler des aspects... plus liés aux problèmes techniques, mais ça pose aussi des problèmes d'organisation dans les entreprises. Et ce Data Protection Officer va être responsable de coordonner tout ça. Ah non, c'est même pire que ça bouge plus. Bah alors, oh, c'est bon, c'est revenu. Les problématiques... Ouais, vous avez moins de 2 mois, j'aurais presque tendance à dire vous avez 1 mois pour vous mettre en conformité. Il va falloir être beaucoup plus précis sur tout ce qui est audit, identifier qui accède à la donnée personnelle ou qui l'a modifiée à quel moment. Mettre en place un registre des traitements, c'est-à-dire lister l'ensemble des traitements que vous effectuez sur les données personnelles, dans quelle application, quel traitement, à quelle fréquence ça tourne, quelles données ça modifie. Voilà. Mise en place de restrictions beaucoup plus importantes, c'est-à-dire qu'on va plus... des personnes qui n'ont pas lieu de consulter les données personnelles des gens ne doivent plus y avoir accès, tout simplement. Et ça va de pair avec l'audit et la traçabilité, c'est-à-dire que il va falloir tracer tout ça pour s'assurer qu'il n'y a pas des personnes qui n'avaient pas le droit qui y ont accédé. Les autres problématiques, c'est que vous vous rappelez là, on utilise des cookies, ok, en savoir plus. C'est fini. C'est fini. Ou alors le j'accepte de recevoir les informations qui est déjà précoché. Ça, on oublie. Maintenant, il va falloir avoir un consentement éclairé, c'est-à-dire expliquer quelles données personnelles vous collectez, quel traitement vous allez appliquer dessus, combien de temps vous allez conserver la donnée, et donner un lien clair et net pour que la personne puisse révoquer le droit qu'elle vous donne à ce moment-là. Il va falloir gérer de l'anonymisation. Si vous voulez conserver des
des données pour des traitements de statistiques et tout ça, et ben à un moment, la donnée personnelle, vous n'en avez peut-être pas besoin pour ces traitements-là. Il va falloir être capable d'anonymiser ces données au bout d'un certain temps. Si vous travaillez avec des prestataires, vous n'allez peut-être pas lui fournir vos jeux de données en clair. Il va falloir garantir la sécurité des données privées. Donc là, je pense que c'est là où on risque de se faire fortement taper sur les doigts s'il y a des failles de sécurité. Hein, Enfin, après, on a un engagement de moyens à travers Ouais. ce règlement, c'est pas un engagement de résultat stricto sensu. Mais donc, montrer qu'on a mis les moyens en œuvre pour pouvoir garantir la sécurité des données personnelles. Et le privacy by design, c'est-à-dire que dans tous les nouveaux produits que vous allez développer, on vous demande de ne collecter uniquement que les données qui sont nécessaires et utiles au traitement que vous allez faire avec. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites une newsletter, il y a a priori très peu de nécessité d'avoir l'adresse postale. Adresse postale dont vous allez avoir besoin si par contre vous faites du e-commerce et que vous faites de la livraison derrière. Mais dans le cadre de la newsletter, vous devez pouvoir permettre aux gens de s'inscrire sur une newsletter sans qu'ils vous fournissent des informations qui ne sont pas nécessaires à l'envoi de celle-ci. Un petit point sur l'anonymisation et la pseudonymisation. La différence entre les deux, déjà, c'est que l'anonymisation est un processus qui est irréversible, alors que la pseudonymisation est un processus qui est, à contrario, réversible. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que c'est un des points techniques assez durs à adresser. Et il y a un certain nombre d'algorithmes qui peuvent permettre d'anonymiser ou pseudonymiser les données en fonction du type de données. C'est des dates, c'est des adresses mail. Vous n'allez pas utiliser les mêmes algorithmes. Donc on va pouvoir faire de la substitution, on va pouvoir faire du décalage pour les dates, c'est-à-dire changer la période de la date. Et en fait, aucune généralement de ces techniques ne se suffit à elle-même. C'est-à-dire que vous êtes obligé de coupler plusieurs techniques pour réussir à arriver à un niveau d'anonymisation correct et qui ne permet pas la réversibilité. Côté pseudonymisation, notamment quand vous travaillez avec des prestataires à qui vous allez demander de faire, je sais pas, des analyses sur des jeux de données qui contiennent des informations de personnes, la plupart du temps, vous allez leur fournir un fichier qui est pseudonymisé, c'est-à-dire qui vous permet, vous, quand ils vont vous renvoyer le résultat de leur analyse, de retrouver quelle était la personne associée au résultat qu'ils vous ont fourni. Mais eux, ils seront incapables de savoir quelle personne se trouve derrière. Voilà, ça c'était juste la petite introduction pour la GDPR. Et là, on va rentrer un peu plus dans le cas de figure qui fait qu'on est là aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce qu'on a utilisé Domain Driven Design pour ça. Donc nous, on a une application qu'on fournit à nos clients qui permet de faire de la gouvernance des données. Donc on fait du big data, il y a beaucoup de datasets. Dans ces datasets, il y a énormément de données perso qui traînent. On pourrait très bien se dire, c'est pas les nôtres, débrouillez-vous. Évidemment, on veut fournir à nos clients un service qui leur permet de se mettre plus facilement en conformité avec la GDPR. Donc, cet outil qui récupère toutes les infos sur les datasets, on va faire en sorte qu'il puisse répondre à ses besoins. Un petit état des lieux. Alors, c'est une application qui a été développée en 2 mois au départ pour le Salon du Big Data 2017. Donc, il fallait qu'on soit prêt pour faire des démos sur le Salon du Big Data. Donc, on a pris beaucoup de raccourcis. On a pris Spring Angular. Hein? Ouais, on a fait une appli Spring Boot, Angular. Voilà. Et puis, quand il a fallu qu'on commence à travailler sur la mise en œuvre, notamment de la traçabilité et de l'auditabilité, on a commencé par faire un petit état des lieux. Bon, alors on a fait du CRUD, ce qui peut être bien, sauf que notre cas, notre métier, là, il est juste pas CRUD du tout. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On se retrouve avec un énorme objet qui gère tout et n'importe quoi. Tout est stacké en couches. Pourquoi pas. On s'aperçoit, nous, que ça nous pose un peu de soucis.
Et derrière, en fait, on a aussi tout qui est basé sur le modèle de données qu'on a. C'est-à-dire que notre code, il reflète complètement le format de la base de données qu'on a derrière. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément comme on a fait du CRUD alors que c'est pas CRUD, c'est pas top, quoi. Ouais, notamment, ça pose un problème, parce qu'on devait, effectivement, à travers cette application, tracer tout ce qui se passe sur la donnée, qui accède à la donnée, quelle transformation est opérée sur la donnée, quelles sont les opérations qui sont faites sur les datasets qui sont dans le data lake qu'on exploite. Et tout ça, en fait, en regardant un petit peu, on s'est dit la seule solution pour le faire, c'est de mettre ça dans des DAO. Super. Super. Ouais, on a un niveau où on a perdu la moitié des infos déjà. Je pense. Donc voilà, donc là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait quoi, Jérôme? On a regardé du côté du domaine Driven Design. Qui a déjà entendu parler du domaine Driven Design? Ah, ça, c'est bien. Ça, d'année en année, c'est super. Qui a déjà utilisé une approche domaine Driven Design pour aller en prod? Ouais, un peu moins, mais c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. On va continuer un peu à évangéliser sur le sujet. Et moi, en l'occurrence, la façon que j'aime bien le présenter, c'est en partant de cette citation de Alberto Brandolini, dont on parlera tout à l'heure. Effectivement, comment est-ce qu'on arrive à faire communiquer au mieux les personnes, enfin les stakeholders ou les experts du domaine, quels qu'ils soient, assurantiels, dans la banque, dans une industrie quelconque, dans le secteur public, dans le commerce, etc. Avec les gens, les experts techniques qui, eux, vont développer le système dont les experts du domaine ont besoin. Ça, c'est la principale problématique qu'on essaie de résoudre en informatique. Et le domaine Driven Design essaie d'adresser ça. Un des objectifs, donc, c'est d'arriver à faire mieux collaborer ces deux populations. Et un autre objectif, c'est aussi de faire en sorte que ce qu'on représente dans le code est une représentation de ce qui se passe réellement dans le domaine. C'est-à-dire que, comme à l'inverse de ce que disait Guillaume tout à l'heure, le modèle que je vais utiliser, ce n'est pas celui de la base, c'est celui qui représente réellement mon domaine. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. À la limite, et j'ai même eu récemment chez un client le feedback que la PO a dit « Maintenant, je peux lire le code avec les développeurs. Je comprends ce que ça fait, parce que c'est exactement mon domaine. » Donc c'est ça qu'on va essayer de rechercher. Comment on va essayer d'y parvenir? La première chose, on va essayer de... Alors, ça, c'est Captain Obvious. Tout le monde se dit, mais oui, mais on n'a qu'à parler le même langage. Sauf qu'en fait, dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, ça se passe pas souvent comme ça. De quoi? Factory, c'est pas du langage métier? À part dans les usines, ça ne l'est pas, quoi. Non, ouais, si. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Ça peut avoir une existence dans un domaine. Voilà, probablement pas tous. Mais effectivement, on va essayer de travailler autour d'un langage commun, partagé par tous. Et quand je parle d'un langage commun, c'est qu'on va clairement énoncer les concepts qui font partie de ce langage et partager la même définition de ces concepts. Quand je parle d'un produit, je sais que c'est différent d'un article. Si je commence à avoir dans le code la notion de produit et la notion d'article, et in fine ça rejoint la même notion, peut-être qu'il y a un problème. Ou au contraire, peut-être qu'il y a une bonne raison, mais à ce moment-là, il faut que ce soit clair pour tout le monde. D'accord? Et l'objectif d'avoir mon code qui est une représentation exacte de ce qu'il y a dans mon domaine, ça veut dire que les termes et tous les concepts qui se passent dans mon domaine vont avoir une représentation dans mon code. Okay? Donc déjà, travailler sur l'Ubiquitous Language, Guillaume présentera une petite technique pour ça, très brièvement, tout à l'heure. Un biais, nous, qu'on a, les experts techniques, on a souvent en face des gens de différents sous-domaines. On a des gens de la compta, on a des gens de la RH, on a des gens du métier, on a des gens du commercial. Marketing, et ils nous parlent tous de sujets, des mêmes termes, enfin des termes dont on entend parler un petit peu. Tous parlent du produit, par exemple. On est dans du e-commerce, tout le monde parle du produit. À la logistique, ils parlent du produit. Aux achats, ils parlent du produit. Aux ventes également, etc. etc. Okay. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette notion de produit, on entend produit, on crée une grande classe produit, on met tout dedans, et hop, avec ça, on se débrouille. Bon. C'est un problème. Le modèle unique, et en fait, c'est un vrai problème. Parce que, in fine, après quelques années à regarder des applications, en fait, je me rendais toujours compte que ce truc-là, in fine, ça capturait tout ce qui se passait. On se retrouve avec des God classes, des classes de 5000 lignes qui on ne savait plus quoi faire à l'intérieur. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je vais essayer de vous donner une illustration de comment on peut faire pour éviter ça. Tout d'abord, je vais vous demander ça, qu'est-ce que c'est pour vous?
une planisphère, une carte du monde, j'accepte la réponse. Il n'y a pas de piège. Hein. Ça, c'est quoi? Une carte du monde aussi, ouais, j'ai entendu. Avec des drapeaux, d'accord, ça reste une carte du monde. Ça, c'est quoi? Une carte du monde. Pareil, une carte du monde. Et celle-là... Ça, c'est la carte des chapeaux. Ouais, non, c'est une carte du monde, mais avec des chapeaux. Ok. Maintenant, une question pour vous, laquelle est la bonne? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du contexte, effectivement. Ça dépend du contexte dans lequel je me situe. Toutes ces représentations sont des modèles. Ils sont tous valables. Ça dépend du contexte dans lequel je me situe. Si je veux étudier la population, ce modèle-là est très intéressant. Et les détails du relief ne sont pas du tout intéressants pour étudier la distribution de la population dans le monde. A l'inverse, les détails sur le relief sont intéressants si j'ai une approche plus géographique, ce que je vais étudier est plus géographique. D'accord ? Donc la représentation, le modèle que j'utilise, dépend du contexte dans lequel je me situe. Donc tout à l'heure je parlais du produit, le produit va avoir une représentation différente. Si je me retrouve à discuter avec... ouais, bon, je l'ai raté, c'est pas grave. Il va avoir une représentation différente si je me retrouve avec la logistique ou avec les achats ou encore avec le marketing. Okay. Un autre exemple que je pourrais prendre, un peu plus trollesque. Bon, moi je viens de Montpellier, que vous habitiez Lyon, Rouen, Paris, Lille, pour moi vous êtes du Nord. Ça dépend de mon contexte. A l'inverse, si je suis parisien et que je considère les provinciaux, bon, c'est la campagne. Non, c'est pas ça. Je me trompe. Ça dépend du contexte, d'accord? Et voilà, ce que j'essaie de synthétiser là, c'est quand la même réalité peut avoir une représentation différente, une projection différente. Toutes ces représentations sont bonnes, dépendant du contexte. Ok, vous avez chaud. Et donc c'est ce qu'on appelle les bounded de contexte en DDD. Et en gros, c'est ce qui va nous permettre d'écraser et d'éclater en fait ce modèle unique. C'est chose qu'on a utilisée nous. Oui, voilà, on a cassé notre modèle. On avait un énorme objet jeu de données, enfin dataset, et ben on l'a cassé. On est content. Alors, il y a aussi une notion plus tactique dans le domaine driven design, plus proche du code. Bon, ça, c'est le type d'architecture qu'on avait. C'est le type d'architecture qu'on trouve, en gros, des stacks sur une base de données. Ça, c'est très data-driven, data-centric. In fine, le modèle qu'on utilise est très piloté par la base. Et in fine, c'est des modèles dans lesquels on fait du CRUD, souvent. C'est-à-dire qu'on fait un enchaînement d'opérations en appelant des DAO qui vont charger des données, on vérifie une variable, on vérifie si autre chose dans la base de données, on va faire un insert ici, un update là-bas, etc. On raisonne tout, nous, de manière impérative. Alors j'exagère, hein, je noircis le trait, mais on raisonne très souvent de manière impérative avec un enchaînement d'appels à la base. Sauf qu'il y a Grumpy qui surveille. Et Grumpy nous dit CRUD, attention. Alors, c'est pas une mauvaise pratique en soi, ça dépend du contexte. Merci. Ça dépend du contexte. Il y a des contextes dans lesquels CRUD se prête très bien. En revanche, il y a des contextes où le métier a une grosse importance, où là, CRUD risque de montrer ses limites, et où le métier va leaker un petit peu partout, dans l'UI, dans l'API, voire dans les procédures stockées, si vous en avez. Et on va se retrouver avec des machins comme ça, comme j'expliquais, avec des appels à des DAO, et puis au milieu, on va essayer de faire des choses, et en fait, on se retrouve qu'il y a des choses un peu métiers. Et encore, là, on a de la chance, c'est à peu près au milieu. Bon. Et des fois, c'est un petit peu partout. Bon. Donc on va essayer d'éviter ça, et on va essayer, nous, c'est le type de code qu'on avait, et on va essayer de casser un peu cette logique. Et de rentrer plutôt dans une logique où on va mettre au cœur notre modèle du domaine, et tout ce qui reste autour, le code d'infra, j'ai envie de dire, va venir, utiliser le modèle domaine. Par contre, lui ne dépend de rien d'autre. Il ne dépend pas de l'infrastructure. Oui. Du coup, autre sujet, autour du domaine driven design. On fait un focus sur les événements. Il se trouve que les événements, on les a... Hop, j'ai un petit... ouais, voilà, pardon. Ils existent partout dans le domaine. Ils existent partout dans notre vie. Notre vie est pilotée par les événements. Vous arrivez à un feu rouge, vous vous arrêtez.
Bon, ça dépend. Nous, dans le sud, on attend 5 secondes et qu'il soit rouge et après, on commence à s'arrêter. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Mais on réagit tout à des événements. Notre vie est pilotée par ça. Dans votre domaine, c'est la même chose. Votre domaine est piloté et chorégraphié, j'ai envie de dire, par les événements. C'est-à-dire les gens du métier travaillent à travers des événements. Donc on va essayer de représenter ces événements dans le code également. Ils peuvent dépendre du temps, c'est-à-dire qu'un événement peut dire bah, « tiens, c'est l'heure d'aller à la conférence pour aller voir la GDPR ». Et c'est aussi un moyen de communiquer, donc c'est très intéressant pour ça. Et on va pouvoir utiliser ces événements, nous ça tombe bien, on a besoin de faire de la traçabilité, donc on va utiliser ces événements-là, même pour faire du contrôle de cohérence. C'est-à-dire je vais repasser la liste des événements que j'ai pu stocker quelque part à part, et vérifier que c'est bien en cohérence avec les autres données que j'ai stockées, qui sont mes données transactionnelles. C'est des value objects, c'est-à-dire des objets immutables. Il s'est passé ça, donc ça n'a pas de raison de, c'est pas des objets qui ont raison de changer, et que je viens pouvoir communiquer au monde extérieur pour que les autres puissent réagir à ce qui s'est passé. Donc c'est très intéressant, et en gros ça va à peu près cette forme. Voilà ce qui s'est passé. Okay, order shipped, money withdrawn, etc., etc. Tout dépendant du contexte, sachant que vous voyez bien que là les seuls termes que j'utilise sont des termes qui sont dépendants de mon domaine. Et ça va m'amener en fait à des architectures qui sont beaucoup moins orchestrées, c'est-à-dire je ne suis plus en train de piloter des choses, je suis juste en train de dire ce qui se passe et donc être plus dans de l'event-driven, dans de la chorégraphie. D'accord ? Donc ça a cette valeur. Et ben, ça tombe bien parce que on a parlé de l'Ubiquitous Language. On a utilisé, nous, pour récupérer notre vocabulaire commun, un outil qui s'appelle l'Event Storming. Et cet outil sert notamment à découvrir les événements. Je vais en parler juste après. Donc, dans un premier temps, on a utilisé, donc ça c'est Alberto Brandolini qui est à l'origine de ça, cette technique qui nous a permis d'identifier, on a travaillé avec les gens du métier, le langage qu'on allait avoir en commun et les définitions qu'on mettait derrière chacun des concepts. Et quand on a, donc ça on l'a fait sur notre existant, et quand on a attaqué vraiment notre chantier lié à la GDPR, on l'a refait. Et là, on s'est donc occupé de capturer le vocabulaire lié à la GDPR, enfin à RGPD. Excusez-moi, on travaille en anglais au bureau, donc du coup, sur cette partie, enfin sur toute la documentation, donc tout ça c'est en anglais, désolé. Mais donc on récupère le langage lié propre à la réglementation, et en plus on s'est aperçu des événements que ça allait, qui allaient apparaître liés à tout ça, et on a pu déterminer les impacts que ça allait avoir sur le fonctionnement de notre application actuelle. Donc déjà, on avait un peu une meilleure visibilité de savoir où est-ce qu'on allait avoir à casser des choses. Et comme l'a dit Jérôme, on a voulu protéger le cœur métier de cette application de toute la partie technique. Il faut savoir que dans les lacs de données, il y a plusieurs distribs avec des versions différentes pour les distribs et tout. Nous, on va chercher des informations là-dedans. Donc, ce n'est pas les mêmes drivers, tout ça. Et on pouvait commencer à se retrouver avec des DAO ou des services qui se retrouvaient à injecter. Ah tiens, je vais me connecter à Cloudera, tiens, je vais me connecter à Hortonworks, tiens. Non, notre cœur métier, c'est pas de se connecter à Hortonworks ou à Cloudera. Et on fait quoi demain quand on rajoute, je sais pas, un connecteur à Cassandra? On le met dans le code métier aussi. Donc, un peu compliqué. Donc là, on a appliqué les principes de l'architecture hexagonale définie par Alistair Cockburn. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? On a commencé à nettoyer notre code métier. Donc ce que vous avez à votre gauche, c'est ce qu'on avait au départ. Donc ça, c'est un simple Pojo qui fait rien, et on s'aperçoit que déjà, on avait des annotations autour de désérialisation, qu'on était dans un package qui s'appelait modèle. Donc voilà, il y a bien tout là-dedans. On ne s'occupe pas du contexte dans lequel on est, on met tout dedans. Et ça, par exemple, on l'a rebasculé, on l'a mis déjà dans un package qui correspond à ce que ça fait. C'est-à-dire que là, c'est de l'accès à la donnée fait par l'utilisateur. D'accord ? Et on a viré les options qui étaient liées à la sérialisation, enfin les couches techniques, parce que le jour où on change de système de sérialisation, désérialisation, notre cœur métier n'a pas à changer.
Et vous allez me dire, ouais, mais c'est sympa, mais tu fais quoi de tes annotations? Elles sont où? Eh ben, je les mets à l'endroit où mon framework me permet de les mettre. Et dans le code d'infra. Voilà, dans du code d'infra. Donc là, c'est du Spring, donc j'ai un web MVC configuration adapteur, et ben, je peux très bien aller déclarer à cet endroit-là mon serialiseur et dire qu'à chaque fois que je rencontre ma classe data record, je vais lui appliquer le serialiseur qui va bien. On peut le faire pour les services, c'est même déjà souvent là où on a beaucoup de choses qui traînent. Donc là, je vois que j'ai du add service, donc je suis complètement déjà dépendant de mon framework. AutoWired, pareil. J'ai un appel à Impala DAO. Ouais, il faut que je fasse du Hive. Je remets un Hive DAO en plus, puis voilà. Donc on retourne sur ces cas-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, tout simplement, on l'a remis déjà dans son domaine, enfin dans le package lié à son domaine. On a utilisé le pattern repository avec donc un objet data query qui est pas un DAO. Et on va utiliser cet objet data query pour requêter. Et j'ai plus de dépendance non plus à mon framework. Je fais mes injections ailleurs, à un endroit où ça va bien. J'utilise le repository. En gros, c'est quoi? Je fais un adapteur. D'accord, dans le cadre des architectures hexagonales, je fais un adapteur et c'est une interface. Et derrière, je vais avoir une classe qui, elle, est dans la partie infra où je vais pouvoir aller lui mettre mon attripository, faire les injections des DAO qui vont bien. Mais j'ai plus dans mon code métier de dépendance du tout à la partie technique. Et donc, on s'est intéressé aussi, on a mis en place une architecture, on a essayé de casser un peu ces DAO. On a essayé de faire émerger un modèle riche avec du métier dedans qui était, donc comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, indépendant, et comme l'a montré aussi Guillaume, indépendant des problématiques techniques. Donc on a isolé ça. Maintenant, on a aussi en fait dans ce modèle des événements, c'est-à-dire que ce modèle est capable d'émettre des événements pour dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce modèle, il est là pour prendre des décisions. On lui injecte ce qu'on pourrait appeler des commandes. Et lui, en fonction de son état, il dit bah ça, voilà ce que j'ai décidé, et il le matérialise sous la forme d'une commande. D'un événement. Et ensuite, du coup, ces événements, on les a utilisés pour commencer un petit peu, déjà à faire de la traçabilité. Nous, on a juste mis ces événements, on les a poussés dans un bus. Ce bus écoute. Sur ce bus, il y a des handlers qui écoutent, et notamment, il y a un handler qui met ça juste dans une simple collection Mongo. Et on avait déjà un premier outil de traçabilité. Et ça déjà, c'est un V0, hein, ok, mais au moins ça marche. Et à partir de là, on a commencé un petit peu à se poser les questions et de se dire, tiens, mais du coup, ces événements, ils ont une vraie valeur. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à utiliser ces événements comme source de vérité, comme base de données, enfin, plutôt que de stocker l'état dans une base de données, je vais stocker mes événements. Ça, c'est tout le principe qu'il y a derrière Event Sourcing. Donc, je ne sais pas qui connaissait Event Sourcing avant aujourd'hui. Ah. Ok, gardez la main en l'air si vous avez mis un système event sourcé en prod. Ah, quand même. Ah ouais, tiens, c'est bien, ça progresse aussi. C'est bien, c'est bien. Mais effectivement, les retours d'expérience sur la mise en prod de systèmes event sourcés sont pas non plus très légion, mais en tout cas, on a un petit retour d'expérience. Moi, à titre personnel, on l'a pas fait in fine chez Sagi, mais à titre personnel, j'ai pu avoir un petit retour d'expérience. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste ce principe. Donc on est sur un store dans lequel je vais stocker des événements. C'est une base de données immutable, c'est-à-dire je viens juste, la seule chose que j'ai le droit de faire, c'est rajouter un événement. Je ne peux pas modifier un événement, je ne peux pas enlever un événement. Okay. Comment ça se passe? Si je devais préparer un pot-au-feu, c'est plus la saison mais c'est pas grave, et que j'avais une base à état, comment ça se passerait? Si je veux ajouter une carotte, je vais incrémenter le nombre de carottes. Si je veux ajouter un nombre de choux, je vais incrémenter un nombre de choux. Si je veux rajouter une autre carotte, je peux le faire. Si je veux en retirer une, je peux le faire aussi. Et je me retrouve avec un état qui évolue de cette façon-là. Ça, tout le monde est familier avec ça. Le problème de ça, c'est que j'ai perdu deux informations. La première, j'ai perdu l'information sur le fait qu'il y a une carotte qui a été retirée. Ouais, tu perds ta recette en fait. Ouais, j'ai perdu. Non, ouais, disons que j'ai perdu la façon dont j'ai conçu ma recette. Ouais. Donc cet historique-là, je l'ai perdu. D'accord? Parce que là, j'ai plus que ça dans mon état. Et j'ai perdu aussi l'ordre dans lequel ça a été fait et quelque part la durée dans laquelle ça a été fait. La période de temps dans laquelle ça a été fait. D'accord?
On va voir comment ça se passe dans une base event sourcée. Donc déjà, en fait, vous voyez, ce que je stocke, c'est complètement différent. Bon, ça peut très bien rentrer dans une base SQL classique d'ailleurs. Mais j'ai déjà en fait un événement comme quoi la préparation est lancée, c'est mon état de départ. Et qu'est-ce qui se passe si je veux ajouter une carotte? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger l'état à partir des événements qui existent sur mon pot-au-feu. Donc je sais qu'il est en préparation, donc à ce moment-là, je peux rajouter la carotte. Très bien. Et bien à ce moment-là, je viens ajouter un événement comme quoi il y a une carotte qui a été ajoutée. OK ? Et je viens faire rajouter cet événement-là dans mon event store. Qu'est-ce qui se passe si je veux ajouter 2 choux? Je recharge mon état à partir des 2 événements. Et à ce moment-là, je décide de rajouter les choux. Et les choux, là, vous voyez, je suis venu rajouter un événement avec des informations de contexte qui me dit qu'en fait, il y avait 2 choux. Si je veux rajouter une carotte, pas de problème, je recharge, ça me redéfinit l'état à ce moment-là. Et comme la commande permet de rajouter une carotte, pas de problème, ça donne un événement. Et cet événement est sourcé et stocké dans mon event store. De la même façon, si je veux retirer une carotte... Ah bah tu supprimes la dernière ligne? Ah non, ça c'est pas possible. On a dit c'est une base immutable, donc on n'enlève pas d'événement, et en l'occurrence, je recharge mon état, et je viens rajouter un événement encore une fois. Okay, voilà comment fonctionne sur les grands principes un système event sourcé. Et si je viens rajouter, si je viens charger mon état in fine en relisant l'ensemble de mes événements, je retombe sur mon état que j'avais initialement. Et surtout, tu as gardé, en effet, toutes les étapes de préparation de ton pot-au-feu. Exactement. Alors, on peut se dire, mais du coup, event sourcing, qu'est-ce que ça apporte? Ben déjà, en termes de testabilité, c'est intéressant. J'exerce quelque chose sur mon système et je vérifie qu'il y a bien un événement qui a été ajouté et que l'événement est le bon. Donc c'est très pratique parce que comme c'est immutable, justement, la testabilité, les assertions sont plus simples à écrire. Je peux versionner mes agrégats. C'est-à-dire que je peux dire, bah, tiens, l'agrégat dans telle version, voilà la liste des événements qui ont eu lieu sur lui. Je peux débugger plus facilement parce que je peux regarder en fait dans mon event store à chaque fois ce qui se passe et ce qui est posé. En termes de reproductibilité aussi, c'est intéressant. Vous avez un testeur qui vous produit quelque chose, bah, vous faites un snapshot de l'event store et vous voyez ce qui s'est passé dedans. C'est intéressant. Je peux faire du rollback. Alors, pas comme on a dit, hein, on n'enlève pas un événement. Hein, je peux simplement appliquer l'événement contraire à mon dernier événement, par exemple. J'ai de la traçabilité gratos. En plus, nous, c'est le cœur du sujet. On a besoin de traçabilité, ben là, elle y est. Elle y est. Et alors là, le truc ultime avec event sourcing, c'est que je peux carrément recomposer des états comme je veux, juste en rejouant tout l'historique d'événements et en les projetant comme je veux. Donc ça, c'est top. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on attend pour tout event sourcé? Ouais. Sauf que non. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Une fois que vous mettez en place un système event sourcé, en fait, il y a tout un tas de problèmes qui viennent derrière. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vos événements, en fait, il faut savoir que vous les gardez à vie. C'est-à-dire que pendant toute la durée de votre application, l'événement qui a été émis le jour 1, il reste dans votre event store et vous devez l'assumer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ces événements changent dans le temps? Quand mes agrégats changent, ça, c'est des vraies questions. C'est simplement quand vous passez en event sourcing, vous changez de paradigme. Par contre, vous avez tout un tas de questions auxquelles il faut trouver des réponses nouvelles. Ok? C'est pas magique, c'est pas la silver bullet. Et en plus, dernière chose sur le sujet, c'est que si c'est un pattern local. Comme on a dit tout à l'heure, CRUD, dans certains contextes, ça marche. Event sourcing, pour certains contextes, c'est intéressant, peut-être pas pour tout. Alors, nous, notre démarche pour aller vers event sourcing, où est-ce qu'on en est? Alors, on est parti, comme on vous l'a dit, d'une application CRUD avec, comme on l'a montré un petit peu dans le code tout à l'heure, des enchaînements à des appels de DAO. OK. Sauf que Grumpy nous a dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Okay, surtout dans notre contexte. Surtout dans notre contexte, effectivement, parce qu'on avait quand même pas mal de métiers. Et donc, on s'est attaché à refactorer notre code pour écarter tout ce qui était appel à la base, et puis pour remettre notre modèle du domaine et faire émerger notre modèle du domaine et le rendre abstrait de toute problématique technique. Ce modèle du domaine, on s'est dit, bah, maintenant qu'on a un modèle, on peut faire émettre des événements. Et puis lui, il va nous dire ce qui se passe. D'accord. Et assez vite derrière, ce qui est bien, c'est que vu qu'on avait plusieurs sous-éléments qui émettaient des événements, on a pu mettre des choses qui réagissent à d'autres événements.
à des événements qui viennent de l'extérieur. Et ça a été intéressant parce qu'on a commencé à changer, là où on avait vraiment une logique qui était très orchestration, à avoir une logique plus sous la forme de, comme je disais tout à l'heure, d'une chorégraphie. Et l'étape d'après, c'est si vous le souhaitez, vous pouvez carrément passer à event sourcing. C'est-à-dire que là, vous avez un modèle qui émet des événements. Maintenant, vous pouvez utiliser éventuellement ces événements-là comme source de vérité. D'accord ? Mais vous voyez, cette transition, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à event sourcer. Mais vous pouvez aller à une des étapes et y aller même progressivement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Nous, on n'a pas été encore jusqu'au bout. Là. En effet, pour l'instant, on n'a pas eu la nécessité. Elle viendra sûrement, mais notre Event Store ne nous sert pas de source de vérité. Il nous sert dans certains cas pour ressortir des informations, mais voilà, c'est pas la source de vérité. Bon, s'il faut retenir quelque chose de cette session, qu'on va arrêter de jouer avec les consentements forcés des gens, voilà. De toute façon, ça va vous être demandé. Donc, gérer au moins un minima un champ comme quoi vous avez obtenu le consentement de la personne et à quel moment dans votre système ou dans vos systèmes. Date d'enregistrement lorsque vous créez un nouveau record, plus date de modification, job, personne qui l'a fait pour avoir un minimum d'informations pour la traçabilité. Essayez de proposer un processus d'anonymisation ou de pseudonymisation. C'est vraiment pas simple, hein. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé. C'est pas notre cœur de métier, nous. Et, c'est vraiment, je pense, l'une des parties. Sur un data lake, c'est très sympa, parce qu'on peut retrouver de tout voilà, sur un data avec lake. des formats complètement différents et tout, donc assez compliqué. Et essayer au maximum de tracer votre donnée de sa création à sa mort en sachant qui y a accédé ou pas. Où est-ce qu'on en est ? On a pas mal avancé. Donc on a la traçabilité sur un certain nombre d'événements, pas tous encore, mais voilà. On a la gestion de l'anonymisation des datasets, ou de parties des datasets, d'une partie des données, de manière assez sommaire, mais on a au moins déjà une première étape. On travaille actuellement dur sur les autorisations et les habilitations. Hein, on vous en parlait, il y a une gestion fine à avoir et donc là on est en train de travailler là-dessus. Donc ça commence à régénérer de nouveaux événements pour pouvoir venir enrichir toute cette partie auditabilité et traçabilité. Et déjà quand on aura adressé tous ces points-là, je pense qu'on sera pas si mal que ça. Il restera encore des choses à faire, mais voilà. Mais comme la plupart d'entre vous, on ne sera pas prêt pour le 28 mai sur la globalité du périmètre. Mais bon, au moins, on travaille dessus, on fait les efforts. Et c'est ce qui est demandé par les CNIL. Hein, c'est de montrer que les démarches sont engagées, que les travaux sont avancés. Donc, oui, d'ailleurs, voilà. En fait, la CNIL a déjà annoncé qu'il y aura une petite période de fair use, en gros, où pendant un moment, ils ne vont pas appliquer les sanctions. Mais enfin, vous aurez un certain nombre d'avertissements. Je crois que ça va durer quelques mois, peut-être une année, j'en sais rien. Enfin, ça veut devoir, mais en tout cas, on sait qu'il y a une période après la date fatidique où on n'aura encore pas les sanctions pures. Ok, on a 1 minute 30 pour les questions. Et il y en a plein. Vas-y. Oui. Ouais. Alors, tu y vas ou j'y vais ? Vas-y, allez. Bon, j'y vais. Alors attends, on va répéter la question d'abord. Oui. Comment est-ce qu'on gère les données qui sont les données personnelles dans un event store qui est immutable ? Ouais. Alors c'est une bonne question. Effectivement, déjà en fait, ça veut dire que les données personnelles, de manière claire, ne doivent pas finir dans un event store. Vous pouvez les stocker à côté, dans une base classique, et effectivement faire un lien avec un identifiant quelconque pour pouvoir corréler les deux une fois que vous remontez votre état. Mais effectivement, si vous commencez à mettre les données personnelles dans votre event store, vous vous verrouillez. Alors, là, moi je dirais qu'on peut le faire. Oui. Mais c'est une technique un peu différente. On peut utiliser du crypto shredding. Donc en gros, ça veut dire que vous avez
une clé de chiffrement par personne que vous stockez dans votre Event Store. Toutes les données personnelles, vous les chiffrez. Et le jour où on vous dit vous avez, mon droit à l'oubli, vous perdez la clé. Voilà. La clé, évidemment, pas dans l'Event Store, c'est dans une base à côté. Et vous voilà, ça, c'est les solutions qui existent. Mais en effet, le mieux, c'est de ne pas avoir les données personnelles dans l'Event Store. Comme ça, on est plus tranquille. Et une dernière question Non, on est. Non, mais non, voilà, je remets mon gilet rouge. Il reste 6 secondes. On n'a pas le temps de prendre une dernière question. Par contre, on va prendre le temps de vous répondre juste à côté si vous avez besoin.